Donc, je vais vous parler de chirurgie du genou. Alors, c'est un vaste domaine. Là, il y a ceux qui étaient peut-être à l'atelier avant. Dès le début, je vous dis, je ne vais pas vous donner une recette, quel bloc faut faire pour telle chirurgie et tout, puisque clairement, je pense que c'est pas la chose qui est d'actualité. Donc, malheureusement, je ne peux pas m'affranchir de vous parler d'anatomie un tout petit peu. Grosso modo, il faut que vous reteniez qu'il y a quand même 3 nerfs qui font l'innervation du genou. Donc, vous avez tout ce qui est l'avant du genou, et un petit peu la partie médiale, c'est toutes les branches du nerf fémoral. Donc vous voyez que la partie inférieure et médiale du genou, c'est le nerf saphène qui est une branche du nerf fémoral. Donc on en parlera, c'est le nerf que vous bloquez dans le bloc au canal des adducteurs. Tout ce qui est postérieur, donc c'est ce qui est en bleu, c'est aussi les petites parties là et tout, c'est toutes les branches du nerf sciatique et ça vous fait également la partie latérale du genou et de la jambe. Et puis il y a ce nerf obturateur, donc un nerf qui marche, mais il faut quand même voir que en termes de territoire sensitif, c'est un nerf qui fait qu'une petite pastille au niveau de la face médiale de la cuisse et du genou. Donc là, simplement pour vous donner d'autres représentations, alors c'est toujours un peu fastidieux et chiant, je trouve c'est plus l'anatomie, mais c'est quand même bien d'avoir un petit peu le truc en tête, de vous rendre compte qu'il y a 3 nerfs qui font le genou et que le nerf sciatique, c'est quand même globalement le nerf qui fait le plus gros de la partie du genou pour le postérieur et le nerf fémoral l'antérieur. Donc, n'essayez pas de lire ces diapos, c'est juste pour vous dire qu'à un moment, on faisait des recommandations, on disait pour le ligament croisé, la PTG, il faut faire tel ALR pour telle chose, telle chose. Je pense que clairement, c'est un truc qui est terminé aujourd'hui. On ne peut plus dire que pour une chirurgie, il y a une ALR. Et en fait, il faut vraiment considérer que en fonction de votre chirurgien, de votre patient, de la façon dont se passe la chirurgie, de votre structure, vous allez faire ou pas telle ou telle technique d'ALR pour votre patient. Donc déjà, avant de parler d'ALR analgésique, juste un petit rappel, c'est qu'on peut faire de l'ALR en anesthésie pour la chirurgie du genou. Donc déjà, il y a le tribloc, donc vous endormez les 3 nerfs qui s'occupent du genou, le nerf fémoral, le nerf sciatique et le nerf obturateur, et on peut faire des opérations comme ça. Il y a des équipes où ça se fait. C'est clairement pas un truc qui est très recommandé parce que c'est quand même quasiment 1 heure de préparation, 3 piqûres pour des chirurgies parfois courtes, ligaments croisés, voire arthroscopie simple du genou. Mais en tout cas, ça peut être une possibilité lorsqu'on a une vraie contre-indication à l'anesthésie générale ou à l'arraché-anesthésie. Et puis l'autre ALR dont je n'ai pas beaucoup parlé ici, c'est l'arraché-anesthésie. Donc c'est quand même une technique d'anesthésie qui marche bien pour le genou. Et juste un petit rappel, c'est qu'on peut faire un bloc nerveux périphérique en plus d'une rachis-anesthésie. Il faut le faire soit avant de piquer l'arrachis, ou alors si vous le faites après, simplement vous attendez qu'il y ait quand même une levée du bloc moteur, et faire un bloc nerveux périphérique alors que le patient est sous rachis-anesthésie encore efficace, c'est pas une bonne chose. On a besoin quand même d'un contrôle moteur pour vérifier que vous ne faites pas une injection intraneurale. Ensuite, quand on parle d'ALR pour l'analgésie, donc là, je vais vous parler un peu des 3 grosses familles de chirurgie pour le genou. Donc vous avez les arthroscopies simples, mais en fait, c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose parce qu'il y a des évolutions là-dedans. Il y a le ligament croisé, plein de techniques différentes, plein d'équipes différentes. Et puis, il y a la PTG où là, effectivement, il y a encore plus de possibilités. Donc déjà, pour ce qui est de l'arthroscopie, globalement, c'est une chirurgie qui fait pas mal. Mais il y a quand même une petite différence entre juste couper un bout de ménisque, donc c'est globalement des patients qui ont ce qu'on appelle un anse de Saut, qui sont coincés en flexion, qui n'arrivent pas à débloquer leur genou, ou alors aller suturer un ménisque qui est fendu. Et la suture méniscale, c'est un truc qui revient vachement à la mode chez les orthopédistes, parce qu'on a remarqué que couper des bouts de ménisque, c'était la pratique la plus courante à une époque, ça fait vieillir plus vite les cartilages, et ça rend les gens plus rapidement arthrosiques et candidats à la PTG. Donc maintenant, on essaie de les suturer, et ça fait un petit peu plus mal, donc c'est toujours bien de se renseigner si, quand vous voyez arthroscopie sur le programme, est-ce qu'en fait il va juste couper ou suturer un ménisque. Clairement, alors il y avait des recommandations sur la douleur post-opératoire de la SFAR qui disaient que l'administration intra-articulaire d'anesthésie locale était suffisante. Il parle aussi du bloc fémoral, c'était il y a une dizaine d'années, mais clairement c'est une opération qui ne fait pas mal. Et donc là, juste une petite étude récente d'un papier d'orthopédie. Ils ont pris une centaine de patients pour des ménisectomies, donc le truc qui fait le moins mal possible en chirurgie du genou. Ils leur donnaient tous du doliprane et du tramadol si besoin, et après ils faisaient 3 groupes d'analgésiques péros en plus, soit des corticos, soit un anti-inflammatoire, un anticox-2, soit rien du tout. Et donc entre les 3 groupes, il n'y avait rien. Donc en clair, c'est une chirurgie où juste avec du dafalgan et du topalgique, les gens ont pas mal. Donc je pense clairement qu'aller faire une LR là-dessus, c'est pas quelque chose d'utile, et donc on peut oublier. Le ligament croisé, donc là c'est un acte qui qui a vraiment explosé avec la pratique de l'ambulatoire. Avant, les gens restaient longtemps hospitalisés. Maintenant, on a vraiment une sorte d'impératif et d'obsession parfois de faire sortir les gens après la chirurgie, de les faire marcher précocement. C'est clairement des gens sportifs qui sont très demandeurs de rééducation rapide. Et il y a 2 techniques. Donc soit pour créer le nouveau ligament croisé, le chirurgien va prélever à l'intérieur de votre genou, donc ce qu'on appelle les muscles de la patte doigt, et c'est ce qu'on appelle la technique de DIDT,
tendineux demi-membraneux, et la technique du tendon rotulien, qu'on appelle aussi Kenneth Jones, où là, il va prendre sur la pointe de la rotule un bout de tendon et il va construire un nouveau ligament avec ça. Les douleurs ne sont pas les mêmes parce que souvent, quand on prend vers le tendon rotulien, il y a un peu plus de grattage sur l'os et donc les gens sont en plus mal après. Et puis la chose aussi, c'est que depuis quelques années, systématiquement, les chirurgiens suturent les ménisques en plus de reconstruire le ligament croisé. Donc du coup, il peut y avoir, selon les patients, des douleurs un peu plus importantes. Et l'autre chose maintenant nouvelle, c'est que quand les patients ont eu une ou deux ruptures du LCA, on va des fois leur prendre le prélèvement de l'autre côté pour un genou qui a une rupture. Donc du coup, il y a pas mal de choses et ça vaut la peine de demander au chirurgien ce qu'il va faire comme technique. Sur l'infiltration, la place de l'ALR pour cette chirurgie. Donc clairement, c'est une chirurgie où si on prend la technique qui est la plus couramment faite, qui est le DIDT, donc où il prend l'intérieur du genou, là cette petite étude, elle prenait 3 groupes. Il y avait un groupe qui avait bloc du nerf fémoral, c'est la courbe bleue, un groupe qui avait un fémoral plus une infiltration, c'est les rouges, et les verts, c'est infiltration seule. Si vous regardez simplement sans lire les détails, eh bien simplement on voit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence en fait entre les 3 groupes sur les scores de douleur, et si on regarde la quantité de tramadol consommée jusqu'à J3, effectivement, ceux qui ont infiltration prennent plus de tramadol, mais grosso modo, il y a 25% à 40%. Et donc, en clair, si vous prévoyez une bonne analgésie multimodale à la demande pour un patient en ambulatoire, et bien, quelle que soit la technique, infiltration LR, il n'y a pas d'amélioration de l'analgésie. Là, la même chose, c'est un petit papier qu'on avait fait dans d'autres centres, où on s'était intéressé à regarder si entre infiltrer l'endroit où le chirurgien va vous prendre le greffon ou alors infiltrer dans l'articulation, il y a une différence de douleur. Là, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de différence. En fait, que le chirurgien infiltre soit là où il va prendre le greffon, soit on met une infiltration intra-articulaire. Les patients avaient les mêmes scores de douleur et les patients consommaient du tramadol de la même façon. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les consommations de tramadol, là, elles ne figurent pas ici, elles étaient vraiment minimes. Et les scores de douleur moyens, si on regardait, c'est des scores de VA de l'ordre de 10 à 20. Donc, c'est quand même des chirurgies qui sont modérément douloureuses. Et donc, on peut considérer que pour une chirurgie avec la technique de DIDT du LCA, l'ALR n'est pas nécessaire. Après, grosse méta-analyse après qui ressortent, qui essaye de vous comparer entre le bloc fémoral et l'infiltration qui montrait qu'il n'y a pas de différence. Mais si on veut tout de même faire de l'ALR pour la chirurgie du ligament croisé, parce que soit technique douloureuse, soit chirurgien qui met un petit peu du temps, clairement, ce n'est pas le bloc fémoral qu'il faut faire, c'est le bloc au canal des adducteurs, qui est aussi efficace, ça c'est une méta-analyse assez récente qui montrait ça, il est aussi efficace à la fois sur la consommation d'analgésiques et puis les scores de douleur, et surtout il permet en fait de conserver la contraction du quadriceps, qui permet aux patients de remarcher rapidement. Alors les petites recettes simplement, que je vous parle de ce qu'on fait chez nous pour être un peu pragmatique. Donc le DIDT, ce que je vous disais, c'est que l'infiltration suffit largement. Si on veut faire de l'ALR ligament croisé, c'est un bloc canal des adducteurs et rien d'autre. Quand on suture le ménisque, ça fait souvent très mal. Et moi, c'est un truc que depuis 1 an ou 2, on commence à découvrir. On ne s'y attendait pas. Typiquement, la suture du ménisque externe, ça fait super mal. Et il n'y a pas un nerf qui marche bien. Il n'y a pas de bloc proposé. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et moi, ce que je fais fréquemment, c'est que je fais plus d'ALR systématique pour la LCA. Et j'en fais qu'en post-opératoire, en salle de réveil, si le patient a mal. Mais je pense que la LR pré-op systématique pour la LCA, en tout cas, moi, dans mon centre, ce n'est pas adapté. Alors, la prothèse de genou. Donc là, il faudra essayer de ne pas vous endormir. Parce que la prothèse de genou, si on cherche, alors là, il y a la littérature, c'est impressionnant, quoi. Enfin, il y a un nouvel article toutes les semaines. Il y a les revues des chirurgiens, les revues des anesthésistes qui disent tout et son contraire dans la même semaine. Et effectivement, longtemps, on faisait de la LR pour le genou où on voulait juste que le patient n'ait pas mal, on ne se souciait pas de savoir si le patient remarchait, et maintenant on est dans un autre extrême, on veut absolument que le patient marche, contracte le quadriceps 6 heures après sa pose de PTG, et donc comment trouver un juste milieu. Donc vous avez des techniques historiques, bloc fémoral, bloc sciatique, ensuite il y a le bloc canal des adducteurs qui est arrivé, il y a l'obturateur dont on va un petit peu parler, il y a l'IPAC, il y a les infiltrations, et donc on ne sait plus quoi faire. Donc le bloc fémoral, le bloc sciatique, c'est les blocs effectivement historiques, on va dire. Et clairement, il n'y a pas photo, il n'y a pas plus efficace pour une analgésie de PTG que de faire un bloc de ces deux nerfs. Et donc, en clair, c'est la meilleure analgésie que vous aurez. Mais effectivement, on sait que vous avez en contrepartie un bloc moteur et un patient qui, pendant la durée de votre bloc, que ce soit injection unique 20-24 heures ou un KT, il va avoir du mal à contracter, même si avec des faibles quantités d'anesthésiques locaux ou des infusions continues très lentes, on peut quand même avoir une petite préservation.
Ensuite, vous avez le bloc obturateur. Donc, je vous disais que c'était sur les schémas d'anatomie, un bloc qui a un petit territoire sensitif pour le genou, mais c'est un bloc qui marche vachement bien. Donc, l'efficacité, à quoi elle est due? Parce que, est-ce que c'est lié à cette petite zone d'analgésie qui, pour moi, est minime? Moi, je pense que l'efficacité, elle a une vraie part de décontraction musculaire. Hein. Les muscles adducteurs, c'est ceux qui vous font rapprocher la jambe. Et là, il y a ce travail dans une belle revue d'anesthésie là, qui est assez intéressant. 3 groupes. Il y a un groupe qui avait fémoral plus obturateur, OFB, un groupe qui avait fémoral seul et un autre qui avait l'infiltration du chirurgien. Et donc, vous voyez vraiment qu'il y a une énorme différence là, en consommation de morphine. Voilà, juste par le fait de rajouter un bloc du nerf obturateur. Donc c'est vraiment un bloc qui marche très bien. Et moi, c'est un bloc, je pense qu'on peut bien conseiller, puisqu'en plus, il a finalement, même s'il y a un effet analgésique, peu de conséquences sur la reprise de la déambulation. Juste, je ne sais pas s'il y aura un atelier là-dessus. C'est un bloc assez facile à faire parce que finalement, vous gardez le patient en décubitus dorsal, vous mettez à l'intérieur de la cuisse avec la sonde. Et en fait, il y a 2 branches pour ce nerf obturateur. Vous le verrez, je pense, dans un des ateliers. Il y a une branche qui est superficielle antérieure, une branche qui est profonde. Et honnêtement, ça prend vraiment 2 minutes à faire. Et c'est un bloc, je pense, assez facile et qui peut rapporter gros. Ensuite, donc là, on se dit, on a le sciatique, l'obturateur, le fémoral, c'est génial. Et ben, pourquoi apprendre plus de choses? Et ben, malheureusement, je vous en parlais déjà avant, les orthopédistes veulent absolument que le patient marche plus vite. Et je dis ça un peu ironiquement, mais c'est quand même important et utile pour la prévention thromboembolique et tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on va trouver des blocs qui marchent, mais qui font que le patient peut, lui, quand même marcher? Donc là, c'est la course à l'échalote. Et effectivement, tous les 2-3 ans, il y a un nouveau bloc qui sort, qui est présenté ou pas. Donc le bloc au canal adducteurs, je pense que c'est le truc où là, il a maintenant un peu plus de 10 ans. C'est un bloc en fait où vous allez prendre les branches terminales du nerf fémoral et il y a 2 branches terminales. Il y a un bloc du nerf saphène, hein, c'est quand même essentiellement un bloc du nerf saphène, et puis il y a une branche motrice qui est la branche du muscle vaste médial, et donc vous suivez votre artère fémorale, certains l'ont vu à l'atelier, et vous allez, c'est un bloc de diffusion, hein, souvent on voit assez souvent le nerf saphène, mais pas toujours, on va mettre une flaque d'anesthésie locale ici, et donc avec ça, on espère avoir la face antérieure et médiale du genou. Donc clairement, c'est un bloc qui marche, donc là, pléthore de littérature, où a priori, par rapport au bloc fémoral, en efficacité analgésique, c'est quasiment similaire, même si la littérature, elle est encore hyper dur à interpréter. Il y a des pays où on fait une ALR et de la morphine à la demande, et puis il y a d'autres pays comme la France où on donne des AINS, de l'Acupan, des choses comme ça, donc il faut se méfier, mais quand même globalement je pense qu'on ne peut plus dire que c'est un bloc qui ne marche pas. Et l'avantage par rapport au fémoral, c'est que vous n'avez pas le quadriceps qui est immobilisé, donc les gens peuvent fléchir leurs genoux assez rapidement. L'IPAC block, donc là l'IPAC block, je suis un peu mauvaise langue, mais c'est en clair une infiltration faite par l'anesthésiste en préopératoire. Donc on va aller chercher un espace qui se trouve entre l'artère poplitée et condyle du fémur, et donc IPAC, c'est espace entre l'artère poplitée et la face postérieure de l'articulation du genou. Et en fait, on va faire pareil, bloc de diffusion, injecter une quantité d'anesthésique locale. Et en faisant ça, on bloque a priori toutes les branches terminales du nerf sciatique, donc face postérieure et latérale du genou. Et il semblerait qu'avec aussi des anastomoses, il y ait même une diffusion un petit peu à l'avant. Donc c'est un bloc qui avait été initialement décrit, je crois, par une équipe indienne où ils avaient un peu décrit une série de cas, et maintenant, depuis quelques années, grosse littérature avec pas mal de choses. Et donc, effectivement, on voit que ce bloc, il apporte quelque chose. Alors, pareil, des méta-analyses, mais qui sont quand même dures à comparer, parce que là, il y a un énorme papier qui a pris des dizaines d'études sur l'IPAC, où des fois c'est l'IPAC seul versus rien, des fois c'est IPAC plus obturateur, plus fémoral, plus canal des adducteurs. Alors, grosso modo, ça montre que quand on fait un canal des adducteurs et qu'on rajoute un IPAC, le patient, dans les 24-48 premières heures, il consomme à peu près 2-3 mg de morphine en moins. C'est ce qui ressort de cette méta-analyse. Bon, c'est pas très cliniquement significatif, mais c'est quand même quelque chose en plus. Donc, clairement, c'est pas un bloc qu'on peut faire seul pour la chirurgie de la PTG. Hein, c'est associé à autre chose. Bon. L'idée, c'était de reprendre peut-être l'infiltration qui a été faite par les chirurgiens en se disant qu'en le faisant au préopératoire, on aurait une épargne sur la consommation d'opiacés per op. J'ai un petit peu cherché, il n'y a pas d'études là-dessus qui vous montrent si le patient, en ayant eu l'IPAC, il consomme moins ou pas. C'est une impression, un sentiment clinique qu'on a parfois, mais pas toujours. Moi, j'ai vu que il y avait un peu tout et son contraire. Et puis après, il y a un peu des réticences ou des craintes sur le fait d'aller mettre une aiguille en allant des fois cogner le condyle fémoral à l'endroit où le chirurgien va mettre une prothèse juste après. Moi,
c'est un bloc où, des fois, quand on le fait, patient décubitus dorsal, genou fléchi, on n'est pas très propre, hein, parce qu'on a la sonde qui traîne, l'aiguille qui peut toucher le drap, des choses comme ça. Donc clairement, si on fait ce bloc, pour moi, il faut avoir vraiment quand même une obsession d'asepsie plus que dans d'autres ALR, parce qu'on va vraiment piquer sur le site opératoire. Pour aller encore plus loin et épargner encore plus le quadriceps, on va aller chercher des blocs de plus en plus distaux. Donc là, c'est les blocs des nerfs géniculés. Donc à la base, c'est des ALR qui sont faites par des gens en douleur chronique, patients opérés, PTG souvent, mais aussi croisés. Et donc il y a des équipes qui vont aller infiltrer sous échographie CNR. Donc là, on est vraiment dans les branches ultra-terminales, à la fois du fémoral, avec ces petites branches-là, et aussi du sciatique. Et vous voyez qu'il y a des anastomoses, puisque certaines là viennent de derrière, mais c'est anastomose avec celles de devant. Et donc le but, c'est d'aller effectivement bloquer ces nerfs vraiment terminalement. Et donc là, actuellement, il y a peu d'études vraiment comparatives avec les techniques DLR traditionnelles. C'est surtout des séries de cas, des études rétrospectives. Et donc, en fait, quand on fait ça, vous mettez le patient décubitus dorsal et vous allez aux quatre coins de la rotule infiltrer ces différentes branches que franchement, on ne voit pas toujours. Donc c'est un peu plus... Enfin voilà, c'est difficile de les voir, mais c'est clairement une infiltration très distale. Pour aller encore plus loin dans l'épargne motrice, après l'ALR, après les blocs distaux, on a les infiltrations. Donc là, n'essayez pas de lire ça. On a une pléthore de littérature qui compare l'infiltration à l'ALR et tout ça. Et donc vous allez avoir un jour un papier qui va vous dire que c'est génial l'infiltration, c'est mieux que le fémoral. Il y en a même qui ont dit que c'était mieux que le fémoral et le sciatique. Et puis après, la semaine d'après, vous refaites un PubMed. Et là, à nouveau, c'est autre chose. Ça vous dit qu'en fait, le fémoral, c'est mieux. Donc en clair, on n'y comprend plus rien et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, je ne vous ai pas parlé de la péridurale, je ne vous ai pas parlé des produits, des cathéters périnerveux, et au final, qu'est-ce que vous allez retenir en partant d'ici? Donc, j'ai fait un topo cuisine, donc après Top Chef, j'ai dit on va appeler Maïté. Donc Maïté, qu'est-ce qu'elle dit pour la PTG? Eh bien déjà, en clair, il y a plein de techniques d'ALR. Il y a des techniques d'infiltration. Je n'ai pas parlé, mais les chirurgiens, c'est la poubelle de ce qu'ils peuvent mettre dans les genoux. Il y a tous ces produits, enfin, il y a vraiment des mélanges et tout. Ils ont toujours raison. Et puis, il y a aussi l'analgésie multimodale, parce que les AINS, c'est quand même génial quand on peut en mettre. Si vous pouvez en mettre, il y a, je n'ai pas parlé d'études là-dessus, mais c'est vraiment fondamental. Il ne faut plus se dire, pour la PTG, c'est tel bloc. Voilà, il faut adapter à votre patient, à votre chirurgien, à l'organisation de votre structure. Et surtout, c'est que vous faites quelque chose un jour, mais il faut surtout voir si ça marche. Donc en clair, les patients maintenant, c'est pas parce qu'ils sortent à J1, voire en ambulatoire, qu'il ne faut pas essayer de se renseigner sur la douleur à J2, voire à J4. Donc c'est soit vous avez des structures, vous pouvez faire appeler une secrétaire ou un attaché de recherche, soit vous lancez pendant votre internat sur un petit travail, vous dites je prends 20 PTG pendant mon semestre et on fait des appels J2, J4 et là vous allez voir si ce que vous faites ça marche ou pas. Il y a trop de patients où les ordonnances dentalgiques sont faites par les chirurgiens après une PTG qui sortent avec paracétamol, tramadol. Donc là, clairement, les gens à J2 avec que ça, la LR, elle marche plus, c'est pas possible de ne pas avoir mal. Et puis vous avez l'autre extrême, il y a les chirurgiens qui veulent pas qu'ils aient mal, qui vous mettent 15 jours d'AINS à la mamie de 85 ans, et puis là, vous les retrouvez, où vous n'entendrez jamais parler, avec une insuffisance rénale à J10. Donc il faut, je pense, évaluer, s'en occuper. Moi, je suis un pro de la médecine pluriopératoire. Hein, la spécialité, elle s'appelle anesthésie, réanimation, MPO. C'est important qu'on sache ce qu'on fait, à quoi ça sert, et c'est pas que la douleur de salle de réveil et de la première nuit post-opératoire qui a une importance, c'est aussi le reste. Donc bien entendu, Axel n'est plus là, mais les cathéters, c'est toujours mieux que l'injection unique, et ça, je n'irai plus jamais dire le contraire devant lui. Donc, comment est-ce qu'on adapte pour la PTG, la LR, et aussi pour le ligament croisé? Donc clairement, quelle analgésie multimodale vous êtes en capacité de mettre à votre patient? Si vous mettez des AINS, si vous mettez de l'accupant, du paracétamol et que le patient n'est pas intolérant à la morphine, et pour moi, si vous avez un chirurgien qui infiltre bien, l'infiltration seule, ça suffit. Si le patient ne peut pas avoir d'AINS, il a des contre-indications type prostate à l'accupant, qu'il refuse de voir ou entendre parler de morphine, ce patient-là est un chirurgien qui est long, qui opère avec garrot. Là, vous allez lui faire la grosse armada, donc éventuellement 2 techniques DLR, un canal des adducteurs plus un IPAC, ou alors, s'il infiltre bien, vous faites canal des adducteurs et vous lui faites faire une infiltration postérieure. Il y a des terrains de patients aussi. Hein, une mamie de 90 ans, la faire déambuler dans le couloir pendant 2 minutes 30 le soir de la chirurgie, est-ce que ça a une importance pour un changement de PTG? Donc clairement, elle, vous pouvez lui faire un bibloc fémoral plus sciatique. Il n'y a pas d'importance sur la réhabilitation, il faut être assez honnête. Il y a des patients à risque de douleur chronique post-opératoire où il faut clairement avoir des stratégies plus armées. Donc maintenant, on a des scores hein, sur le catastrophisme préparatoire, des choses comme ça où on peut adapter. Et puis, vous avez les chirurgiens. Le garrot, ça fait plus mal. Donc est-ce que le chirurgien opère avec ou sans garrot? Les temps opératoires, et puis certaines techniques, hein, ou même certains chirurgiens, on sait qu'avec certains, les gens ont beaucoup plus mal que d'autres. Donc simplement, la conclusion de ce topo, c'est que
il n'y a pas une seule recette, mais comme à Lyon, il y a plein de bonnes choses à manger et il y a plusieurs bonnes recettes. Voilà, je vous remercie.